Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour. Bienvenue dans le 10h midi. Alors je vous préviens, aujourd'hui, c'est vertigineux. Avec vous, François Cardona. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur pour l'agence CAPA. Et vous, toujours Première ligne. Première ligne. Qui produit Je sais plus Cash. pourquoi j'ai vu ça sur CAPA. Non, vous avez été à CAPA ou pas? J'ai travaillé à certains moments. Première ligne, et là on parle de Cash Investigation. Là, Elle a fait un cache investigation sur vous. l'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle sur notre quotidien? Alors c'est, je disais, vertigineux, effrayant, effarant. On a l'impression qu'on débute. Que l'intelligence artificielle est en train d'arriver tout doucement, on commence à s'initier aux différents chat GPT, Grok et autres. Et en fait, c'est au cœur de notre vie quotidienne, et c'est ce que vous racontez dans ce Cash Investigation, qu'il y a des gens qui sont virés à cause de l'intelligence artificielle, que les services publics utilisent aussi, ouais, exactement. et que le recrutement se fait via l'IA. En tout cas, c'est une tendance qui est en train d'arriver. C'est ça qui nous a vraiment, nous, surpris au cours de cette enquête. C'est-à-dire, on voyait ChatGPT, comme vous le disiez, l'IA générative, où les gens commençaient à s'en emparer. Donc, ça commençait à faire un peu de bruit il y a 1 ou 2 ans. Mais en fait, ce sur quoi nous, on a voulu enquêter, c'est les usages de ces IA au sein des entreprises, des administrations. Et en fait, on s'est rendu compte, on a même été surpris à quel point, en fait, ces intelligences artificielles étaient déjà utilisées depuis de nombreuses années. Et dans les services publics, c'est ça qui est Et dans les assez services fort. publics, ouais, exactement. On a l'impression que c'est un peu poussiéreux, qu'il y a une administration lourde, et en fait, non, à la Poste, dans d'autres... C'est vraiment... Surtout au Pôle emploi, où vous vous êtes infiltré avec quelque chose qui avait été inauguré en grande pompe à l'époque, et qui finalement... Dans les maisons France Service. Dans les maisons France Service, et qui sont catastrophiques. C'est ça qui nous a surpris, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un lancement de cette IA qui s'appelle Albert, donc qui est pas à destination des Français, des usagers, mais des fonctionnaires, donc des fonctionnaires, des agents France Service, dans les maisons France Service un peu partout en France, quoi. Et ça avait été lancé en grande pompe à l'époque par Gabriel Attal en 2024, quand il était Premier ministre, et c'était censé être vraiment une IA souveraine, 100% déjà, française. Il n'avait pas bien répondu au moment de l'inauguration, on voit dans votre doc. C'est ça dont on s'est rendu compte, il y avait déjà des petites erreurs. Et ça n'a pas changé. Et vous avez quand même la ministre, une nouvelle ministre... Clara Chapaz. Qui est la ministre de l'IA, du gouvernement, de ce gouvernement actuel. Un peu à l'ouest, hein. Disons qu'en fait, elle a quand même beaucoup de dossiers à gérer. Donc, effectivement, mais c'est vrai qu'elle a été peut-être un peu surprise par nos questions. Nous, on s'est interrogé aussi sur donc l'usage de cette IA, Albert, et savoir en fait quels étaient un peu les retours qu'elle en avait. D'après elle, c'était des retours plutôt positifs. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait pas tant que ça. Et puis, on va voir que l'humain, on a besoin de l'humain aussi pour traiter ce que fait l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment un document à ne pas manquer ce soir sur France 2 à 21h10. Et puis il y a Élise Lucet, son petit carnet qui court encore. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. On aurait pu dire Aston Villa Baby si vous avez suivi Terminator. Et alors hier, c'était le match tant attendu entre le PSG et le club anglais de Aston Villa. Grosse audience de Canal+. Il y a eu un moment suspendu quand Kvaratskhelia permet à Paris, après un crochet de Disasi, vous savez comment je m'y connais en foot, est passé devant au score. Voici le moment fort de ce petit bijou de but. Qui a pris la vitesse, le Géorgien, qui a réussi à faire reculer son adversaire. La roulette, la frappe fantastique qui claque dans la nuit et qui déchire le ciel parisien. 2-1 pour Paris grâce à un bijou, un but fantastique de Kisha Kvaratskhelia. Le PSG mène 2-1. Mon chauffeur de taxi, j'aime bien parler de mes chauffeurs VTC, qui était pour Marseille, à regarder le match. Il m'a dit, vous avez regardé le match PSG Aston Villa? Vous avez vu les commentateurs de Canal+, ils détestent Marseille. J'ai dit, non, c'est normal qu'ils, face aux Anglais, ils supportent le PSG.
Il déteste Marseille. Faites attention à ce que vous dites parce que je vous emmène pas jusqu'au bout. Je dis oui, il déteste Marseille. Je suis arrivé ici à Sud Radio. Bon alors ce matin, Valérie, j'ai une pensée pour l'homme à qui Trump a dit un jour dans ce bureau, tu vas me faire un tableau avec les pays et les taxes, puis il a dû se faire engueuler 10 000 fois. Non, plus grand les lettres, non, pas en blanc, puis par ordre alphabétique, non, plutôt par taxe, tu me changes ton tableau. Il a mis tout son amour dans ce tableau pour finalement oui, au bout de 90 jours qu'on lui dise on s'en fout de ton tableau. Voilà, c'est un peu ce qui est arrivé hier. Il a dû avoir les nerfs comme les bourses qui l'ont eu hier. Bon après c'est normal pour les bourses d'avoir les boules. Donald Trump fait une trêve. J'ai autorisé une pause de 90 jours et un tarif réciproque considérablement réduit pendant cette période, de 10% en vigueur immédiatement. À l'annonce, Wall Street s'envole, plus de 5% en quelques minutes. Après une journée difficile sur les marchés, le CAC 40 à Paris a clôturé à moins 3,34%. Le doute persiste sur les marchés financiers. C'est sauf qui peut, tout le monde vend le plus vite possible. On est toujours dans cette phase d'escalade entre les États-Unis et la Chine. Un premier répit pour Nicolas Lecuq, à la tête d'une entreprise d'export de fromage. 60% de ses produits vont aux États-Unis. Quelles sont les dernières nouvelles ? Tout ce qu'on pourra faire pourra vraiment aider. On est déjà reconnaissant de votre effort. Voilà, j'ai fait un petit clin d'œil paillard. Ça sera aussi dû à mon son numéro 5. C'est pour ça, vous voyez, il y a une logique dans cette écriture. Il y a une construction, une éditorialisation. Voilà, en plus vous le connaissez, mon son 5. Donc, bon, allez-y. Elles ont disparu de Paris et de certaines grandes villes, mais leurs aficionados, eux, n'ont pas renoncé au plaisir de la trottinette électrique. Ce week-end a eu lieu les 24 heures du Mans de la trottinette électrique. Ils ont tourné pendant 24 heures. Oh là, vous n'aimez pas la modernité. Il y avait John, notre réalisateur. Voilà, c'était dans mon lancement. J'allais écrire est-ce que John aurait pu participer à ces 24 heures du Mans, et vous allez voir comme leur consort automobile, ça va très vite sur l'asphalte. Jouer les équilibristes à 25 cm du sol autour de la piste de karting du Mans. Cette compétition de trottinette électrique est unique au monde. Dès que vous ouvrez les gaz, ça part, mais c'est un truc de fou quoi. En 2-3 secondes, vous êtes à, 100, 80, 100. Vitesse record cet après-midi, 138 km/h. Tous les compétiteurs, ce sont des trotteurs de la rue qui sont venus sur circuit pour se lâcher. C'est vraiment l'ensemble du corps qui travaille. C'est dur à croire, mais c'est plus physique que la moto. La trottinette pèse jusqu'à 65 kg. Un petit bouchon, c'est plus du tout la trotte du commerce, ça c'est sûr et certain. Le guidon n'est pas d'origine, le support de guidon n'est pas d'origine, les poignées sont pas d'origine, les freins sont pas d'origine. On peut estimer le prix de la machine aux alentours de 10-12 000 euros. Incroyable, 12 000 euros, plus de 100 km/h. Bon, ça ne mérite pas un cache investigation, mais c'est vraiment une compétition assez étonnante. Bon, on va parler avec vous, François, de l'IA et comment ils ont pris le pouvoir, parfois décisionnaire, dans plein de domaines. Et il y a de plus en plus de dérives de surveillance, en particulier au Japon. Sur BFM Business, vous allez voir que le sourire des caissières est analysé par une IA. Et c'est raconté par BFM Business. Elles sont obligées de sourire. Ça s'appelle Mr Smile, Monsieur Sourire, le nom de ce logiciel, conçu pour analyser, vérifier et standardiser, j'allais dire, le sourire des salariés. Donc en gros, c'est des caméras intelligentes qui vont filmer tout ce qui se passe, tout ce que font les salariés tout au long de la journée, et qui vont être capables de détecter 450 critères différents sur ton visage. Donc les expressions faciales, donc voilà, est-ce que je souris, est-ce que je fais la tête, ce genre de choses. Mais ça va même aller plus loin que ça. On va analyser aussi le ton que tu utilises pour dire bonjour, au revoir aux clients. Et là où ça va encore plus loin, c'est que tout ça est noté. Et alors, tu as un système de gamification. Tu sais, on transforme ça en jeu vidéo. C'est-à-dire que tu vas pouvoir gagner des points si tu souris un petit peu mieux. Tu vas gagner des points d'expérience, monter des niveaux. Donc, tu as un système de récompense qui est mis en place autour de ça. C'est Georges Orwell, ça. Non, mais c'est ce que vous montrez dans le cache investigation. C'est surtout ça. C'est que là, vous nous parlez du Japon. On est là, oui, au Japon, c'est loin, c'est pas nous. Sauf que ce que vous nous montrez, vous y êtes déjà. Vous vous êtes infiltré dans une société qui a un procédé totalement illégal, qui pour recruter analyse les expressions du visage, les positions du corps. Donc ça existe en France aujourd'hui pour du recrutement. Voilà, et c'est interdit. Et c'est interdit. C'est désormais interdit puisque du coup la réglementation européenne qui s'appelle l'IA Act, qui est donc entrée en vigueur
début février dernier, parmi les pratiques interdites en matière d'IA, c'est l'analyse d'émotions par intelligence artificielle sur le lieu de travail notamment. Elle est interdite. Donc théoriquement pour le recrutement et également pour les salariés, on n'a pas le droit en fait d'analyser le visage et tout ça. Mais ça existe en France, c'est ce qu'il faut dire. On s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, en tout cas sur les derniers mois qui ont précédé la mise en vigueur de l'IA Act, eh bien il y a des sociétés qui proposaient ce genre de service. Donc en fait, l'analyse au moment du recrutement, par exemple, mais pas uniquement, aussi pour permettre à des entreprises ou des sociétés d'évaluer leurs propres salariés par des mises en situation. Au moment où ils doivent répondre à des mails, répondre à des appels téléphoniques où c'est une IA qui appelle, eh bien, en fait, pendant ce temps-là, l'IA analyse les attitudes du salarié face à son ordinateur, ses mimiques, ses gestes, et puis elle en tire des conclusions. Mais est-ce qu'on rentre dans une époque d'Orson Welles, We Watching You? Ça veut dire que désormais on est tout le temps surveillé, observé et plus vraiment libre, que ça soit au travail ou dans notre vie privée? C'est sûr que c'est une bonne question. Il va y en avoir de plus en plus des dispositifs comme cela, parce que par exemple l'analyse d'émotions, elle est interdite, mais sur le lieu de travail et dans les établissements, dans les établissements d'enseignement, les écoles par exemple. Mais dans le reste de notre vie, l'analyse d'émotions, elle va pouvoir se développer. Vous voyez, l'analyse d'émotions des clients, c'est ça dont on s'est rendu compte aussi dans une banque française qui analyse du coup toutes les interactions de leur chargé de clientèle, donc du coup qui parle au téléphone avec les clients de la banque. Vous voyez, quand vous avez un problème avec votre carte bancaire ou un découvert... ce genre de choses, vous appelez votre banque, en fait, l'IA écoute les conversations, analyse, elle note les chargés de clientèle, elle leur donne des notes, elle les classe entre eux, elle dit même quel est le meilleur et quel est le moins bon de l'équipe. Et puis on s'est rendu compte que pendant un moment, ils ont analysé, l'IA a analysé l'émotion de ces employés-là. La banque en question nous a répondu en nous disant que l'analyse d'émotion n'était pas dirigée vers les chargés de clientèle, mais plutôt vers les clients. Donc en fait, les clients, leurs émotions, a priori, sont analysées quand ils sont au téléphone, quoi. C'est incroyable. Et comme d'habitude, on finit en musique. Il y a un nouvel album qui va sortir, Valérie, alors avec des morceaux cultes. La quéquette à Raoul, le petit spermatozoïde, le cancan de la Bourge et Tu l'as vu. Alors évidemment, cet album est un peu olé osé, c'est le nom de l'album, et le nouvel album de Patrick Sébastien, d'où tout à l'heure mon petit clin d'œil avec les bourses à Paris. Et évidemment, j'ai fait du Patrick Sébastien, j'annonçais mon son numéro 5. Alors vous allez voir que dans ce nouvel album, je ne m'en reviens pas de ce qu'on va passer en extrait. Il n'hésite pas à mettre des doigts à tous ses détracteurs. Hey, les bien pensants qui nous fliquent, on leur met un doigt. Les cons, les antipathiques, on leur met 2 doigts. Les faux culs de la politique, on leur met 3 doigts. Et tous ceux qui nous critiquent, on leur met le bras. Hey, je pensais que vous nous passeriez l'autre chanson. Tu l'as vu, mais c'est de partout. Celle-là, c'est son nouveau clip. Mais sauf que l'actualité, c'est que ça a été vu 20 millions de fois. Là aussi, c'est son nouveau clip. 20 millions de fois. Ce clip-là aussi, c'est son nouveau clip. Là, c'est un clip, c'est un extrait de clip, vous avez entendu. Tous, il a fait 3 morceaux. Voilà, non, mais c'est qu'il y avait un rapport, parce qu'aux États-Unis, ils en ont parlé après le Lick My Ass de Donald Trump. Il y a eu un parallèle qui a été fait avec Tu l'as vu, Mon cul. C'est l'une des chansons de Patrick Sébastien. Visiblement, c'est un album qui va remporter beaucoup de succès. Dans un instant, Cache Investigation, l'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle sur notre quotidien? C'est un document à ne pas manquer ce soir sur France 2. On en parle avec vous, François Cardona, dans un instant. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, François Cardona, vous êtes journaliste, réalisateur, vous avez réalisé ce Cache Investigation qu'on va pouvoir découvrir ce soir. L'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle sur notre quotidien? J'avoue que moi je suis tombée de l'armoire en regardant ce Cache Investigation, parce que je ne pensais pas qu'elle était déjà au cœur de nos vies. Quand vous avez commencé cette enquête, vous vous attendiez à découvrir
tout ce que vous avez trouvé, ou vous-même vous avez été quand même très surpris? On a été surpris, hein. Franchement, on a été surpris. C'est-à-dire, on se disait, notre objectif, c'était un peu de se dire, on va essayer d'aller voir à la fois du côté des entreprises et dans les administrations quels sont les usages de l'IA. Et puis, en fait, plus on a creusé, plus on a été surpris en fait de ces usages, hein, c'est-à-dire de l'IA qui est utilisée à la fois pour remplacer les gens, hein, parfois quand leur boulot. Ça, on en a entendu parler. On en a assez en entendu revanche, parler. Le fisc. Par exemple, ça, voilà, on a été surpris parce que c'est vrai que c'est ce qu'on dit dans le documentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise ou un particulier, quand il fait l'objet d'un contrôle fiscal, en fait, il y a une chance sur deux pour que ce soit l'IA qui l'ait ciblé à la base. 45% de chance pour les particuliers. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des inspecteurs qui se disaient « Oh, celui-là, c'est bizarre, je vais aller voir, celui-là, je vais aller voir ». Maintenant, ils n'ont plus le choix. C'est l'IA qui leur dit carrément qui ils doivent contrôler. Le problème, c'est que sur tous les noms qu'ils reçoivent, la plupart ne sont pas des fraudeurs. Bah voilà, exactement. Ouais, les contrôleurs fiscaux, en fait, ils reçoivent des listes qui ont été générées par intelligence artificielle d'entreprises ou de particuliers qui sont susceptibles d'avoir fraudé. Donc du coup, il y a toujours un contrôle humain. C'est ce que nous dit Bercy. C'est-à-dire, il s'attache vraiment à ce que l'IA, elle n'est pas indépendante, quoi. Elle décide pas toute seule. Elle suggère des noms d'entreprises ou de particuliers. Le problème, c'est ce que nous ont dit de très nombreux contrôleurs fiscaux, de manière anonyme, parce qu'ils sont soumis au secret professionnel, voilà. Mais rapporte moins d'argent. L'IA rapporte moins d'argent qu'un contrôleur. Bah, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est le cas, effectivement, ouais. Et ce qui interpelle, c'est que du coup, l'IA prend quand même une place énorme dans le contrôle fiscal, quoi. Vous voyez, 50% des entreprises ou des particuliers qui sont contrôlés, en fait, c'est l'IA qui a dirigé le contrôle vers eux. Or, en fait, on s'est rendu compte que, sur les 15 milliards qui ont été mis en recouvrement en 2023, en fait, l'IA, c'est 2 milliards, vous voyez. Donc, en fait, les humains sont encore, les contrôleurs fiscaux sont encore incontournables. Et puis surtout, on s'est rendu compte que l'IA, elle est surtout efficace, on va dire, pour identifier les fraudes simples. Alors, il y a une petite séquence très courte, et donc du coup, je voulais la décoder. C'est qu'à un moment, tout le monde a le droit de demander ce que l'IA a écrit sur vous aux impôts, au Trésor public. Et vous avez demandé votre dossier. Alors, ça a mis un petit peu de temps, mais vous l'avez reçu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur nous? Qu'est-ce que l'IA a sur nous? L'IA, elle a énormément de données sur chaque contribuable et sur chaque entreprise. En fait, moi, j'ai fait cette demande, donc c'est au titre de la réglementation européenne sur les données personnelles. Et en fait, on peut s'adresser à une administration dont on sait qu'ils utilisent une intelligence artificielle, un algorithme, et demander en fait les informations dont dispose cette IA sur nous. Donc du coup, c'est ce que j'ai demandé, et là, j'ai reçu, donc ça a pris un peu de temps, comme vous dites, mais ils ont fini par nous les envoyer. 163 pages en tout, ouais. Sur vous? Ils ont 163 pages sur vous de données. Alors effectivement, et ça donnait quoi? Il y avait quoi comme il y a énormément de choses. En fait, il y a tout ce qui concerne les déclarations fiscales, d'impôts. Ça remonte sur plusieurs années avant. Ça donne par exemple des informations sur si vous détenez des sociétés, des informations foncières. Ça, c'est un peu logique. Mais est-ce qu'il y avait des choses sur vos vacances ou votre piscine ou votre maison? Alors ça, moi, j'avais pas, mais j'ai pas de piscine. Alors effectivement, là-dessus, voilà. France Télé. Voilà. À Paris, c'est compliqué d'avoir une piscine sur le toit. Il faut aller voir les journalistes d'autres chaînes. Ce qui est fascinant, c'est tout le début du doc aussi sur le recrutement. C'est-à-dire où de plus en plus, visiblement, on recrute certaines entreprises recrutent avec une IA, avec une intelligence artificielle. Vous êtes face à un écran, elle vous pose des questions. Et c'est quand même assez terrifiant, non? Ouais, je pense que c'est assez déstabilisant pour les candidats. on a testé, nous, du coup, vous l'avez testé avec 2 journalistes. En faisant passer une fausse société. Voilà, pour pouvoir en fait tester ce logiciel, on a créé une fausse société. Et ensuite, une fois qu'on a eu accès au logiciel, on a voulu en fait passer des faux entretiens d'embauche pour voir à la fois comment en fait se passait l'interaction. C'est vrai que c'est assez étonnant de se retrouver face à un ordinateur, et puis qui est quand même entre guillemets intelligent, dans le sens où en fait on lui parle, on présente ses capacités, ses compétences, et l'ordinateur, en fait l'intelligence artificielle, elle écoute, elle est capable immédiatement en temps réel de résumer ça, de donner un feedback, et puis en plus de noter les gens. Et du coup c'est ça qui nous a intéressés, c'est de savoir un peu sur quelle base les gens étaient notés. Valérie, François, je vous propose d'écouter la bande-annonce du Cache Investigation diffusée ce soir.
Je suis une IA. L'intelligence artificielle n'est plus de la science-fiction. L'IA ne remplace pas l'humain, elle lui permet d'aller plus loin. Elle recrute déjà à notre place. Je suis votre recruteur. On a identifié plusieurs entreprises qui utilisent l'IA pour analyser les émotions de leurs salariés. C'est illégal de proposer à la vente ce type de système d'IA. Elle nous évalue et nous remplace. J'ai perdu mon travail à cause de l'intelligence artificielle. Et traque même nos fraudes fiscales. Ça aide beaucoup les vérificateurs à mieux cibler. Pour ces utilisateurs, l'IA serait plus efficace que les humains. Mais est-ce vraiment toujours le cas ? Plus ça va, plus les réponses sont pas bonnes. Ça fait beaucoup d'échecs quand même. L'IA a-t-elle pris le contrôle de notre quotidien ? Présenté par Élise Lucet, le nouveau numéro de Cache Investigation suivi d'un débat, c'est jeudi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Est-ce que l'IA aura la peau de l'humain ? Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle va avoir une place hyper importante et de plus en plus importante dans notre société. C'est ça qu'on voit là en un an, c'est incroyable. Alors on voit que c'est pas parfait, qu'il y a quand même il y a quand même pas mal d'erreurs. C'est sûr. Effectivement, là, je vois les réactions de nos auditeurs qui disent il faut qu'il y ait toujours un humain derrière pour contrôler. Mais il y a un moment où il y aura peut-être plus besoin d'humains. Parce qu'on en est quand même au début, même si on voit que c'est extrêmement utilisé. On peut parler d'Albert, justement, cette IA, que c'est loin d'être parfait, mais ça va s'améliorer forcément. Forcément, ça va s'améliorer, mais c'est vrai que ça dépend un peu de la manière dont on l'utilise. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du recrutement. Quand nous, on s'est fait passer en fait pour une société qui était intéressée d'utiliser en fait ce logiciel d'IA de recrutement. Des arguments de vente, c'était, vous allez voir, l'IA fait tout toute seule. En fait, elle est capable de travailler pendant vos vacances, elle peut faire du recrutement sans recruteur. Donc c'est là où est un peu le risque. Et que surtout, elle scrute des choses que l'humain ne peut pas voir. On en parlait un peu en antenne, c'est-à-dire les émotions, vos tremblements, les gestes, les mimiques. Mais ça, c'est interdit. Analyser les émotions sur le lieu de travail, désormais c'est interdit. La législation européenne l'interdit, c'est assez récent, depuis début février. Voilà, donc du coup, théoriquement, les entreprises, elles n'ont plus le droit de vendre ce type de... Mais en revanche, tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est... les entreprises peuvent l'utiliser à des fins commerciales. Éventuellement, ça c'est sûr. Voilà, mais elles ne peuvent pas l'utiliser, par exemple, sur leurs propres salariés. C'est ça qu'on a un peu découvert. C'est ce que vous avez découvert. En fait, encore jusqu'à ces derniers mois, certaines entreprises, des sociétés utiliser en fait ces IA à la fois pour tester les gens. On se dit leur faire passer des exercices pratiques. Bon, à la limite, pourquoi pas. Mais par contre, en fait, derrière, finalement, en coulisses, il y a une IA qui analyse les émotions du visage, les mimiques. Mais par exemple, si je vais dans un supermarché et qu'il y a une IA qui analyse quel rayon je regarde, quel produit, vers quoi mon œil est attiré, ça c'est autorisé. Ça c'est pas interdit en tout cas, c'est sûr. Après parce qu'il est là le danger, c'est-à-dire et c'est un peu ça aussi au Japon, c'est que l'IA sert à plein de choses à l'extérieur. Reconnaissance faciale, il y a eu la reconnaissance faciale en test au moment des Jeux Olympiques, mais il y a aussi cette surveillance qui est aussi problématique et qui, pour l'instant, il n'y a pas de législation là-dessus. Non, il n'y a pas c'est pas interdit. Donc si c'est pas interdit, forcément, le risque c'est que ce soit autorisé et que du coup les entreprises en profitent. C'est quand même des outils qui peuvent être très utiles. On continue dans un instant avec vous, François Gardena, et on va voir que l'État... Non. Je suis en train de parler. L'État subventionne des projets d'intelligence artificielle dans les administrations à condition qu'elles s'engagent à supprimer des postes de fonctionnaires. Ça, c'est aussi très, très intéressant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec François Cardona, donc réalisateur de ce document ce soir à découvrir dans Cache Investigation, présenté par Élise Lucet. Vous l'avez dit, Gilles, tout à l'heure, avec son petit carnet, à la main, qui interroge d'ailleurs le patron de la CNIL sur les limites de l'IA et sur la manière dont cet organisme va peut-être même être très vite obsolète face à la déferlante de l'IA. Le document s'appelle « L'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle sur notre quotidien ?» Et je voulais qu'on revienne sur l'administration, encore une fois, qui donc finance des logiciels d'intelligence artificielle pour pouvoir virer des fonctionnaires. Alors, je ne sais pas si l'objectif, c'est
premier, c'est virer les fonctionnaires, mais c'est sûr que c'est une des conditions. Oui, c'est une des conditions. Ouais, voilà, en fait. Vous pouvez expliquer l'histoire de l'AFTAP? Ouais, le FTAP, c'est le Fonds de transformation de l'action publique. Donc, en fait, c'est un fonds pour financer des projets innovants que les ministères ou les administrations peuvent solliciter. Voilà, c'est pour l'État. C'est à destination des ministères ou des administrations. Et donc, c'est un fonds qu'elles peuvent solliciter, ce FTAP, si elles ont un projet innovant. Alors, il y a plein de projets innovants, mais au milieu de ces projets innovants, ça peut être des intelligences artificielles. Et donc, en fait, on s'est rendu compte en regardant ces contrats un peu dans le détail, parce qu'il faut aller quand même dans le détail des contrats, qu'en fait, il y avait un financement qui était accordé, par exemple 5 millions d'euros. Par exemple, ça, c'est pour l'IA qui fait du contrôle fiscal. Et en échange, en fait, de ces 5 millions d'euros, 5 millions d'euros exactement, eh bien, du coup, l'administration en question s'engage à faire des économies. Et ces économies, elles sont calculées en fonction du nombre de fonctionnaires, d'ETP, donc de postes équivalents temps plein, supprimés sur 2-3 ans. Et en fait, du coup, on a fait un calcul, on est allé récupérer tous les contrats, on a lu tous les contrats, et donc, on a à peu près calculé qu'il y avait environ 2600, 2700 fonctionnaires dont les postes avaient été supprimés en échange de la mise en place de ces intelligences artificielles. Non. En échange d'argent. En échange du financement. Pour ces Ça veut dire que l'État... Parce que c'est ça, dans le sujet, et j'ai trouvé que vous n'avez pas appuyé assez là-dessus, l'État donne de l'argent à l'administration fiscale pour virer des gens. Alors, l'excuse est peut-être l'IA, l'excuse peut être un tas de choses, mais l'État a financé, dans ce que vous racontez, le licenciement de fonctionnaires parce qu'ils ont dit oui à avoir une somme pour développer l'IA. Alors, en fait, c'est pas vraiment du licenciement de fonctionnaires, parce que vous voyez, les fonctionnaires, ils peuvent pas être licenciés, donc en fait, c'est des suppressions de postes, ou des départs à la retraite non remplacés, voyez, parce que du coup, voilà. Mais c'est vrai, dans les faits, le résultat, ou alors c'est des redéploiements, il y a aussi eu quelques redéploiements aussi, donc pour que les gens restent pas sur le carreau ou dans un placard, mais effectivement, en fait, en échange en fait du financement de projets d'intelligence artificielle, des postes ont été supprimés, et des milliers de postes, effectivement. Et dans ce cas-là, on se cache derrière ça, et ça évite à un ministre de dire je vais supprimer ou je vais faire en sorte qu'il y ait moins de fonctionnaires, puisque c'est indirectement l'IA et l'AFTAP qui s'en occupent plutôt qu'une décision d'un ministre. Effectivement, dans ce cas-là, en tout cas, en fait, comme en plus c'est étalé sur plusieurs années, c'est sûr que ça passe c'est plus discret. J'étais très choqué dans ce passage, de toute façon, de tout ce qui était l'AFTAP et tout ce qui était dans ce passage-là. Non, tout à fait. Il y a le cas de Madagascar, vous vouliez évoquer aussi. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on pouvait penser que l'IA était très autonome. Alors, il y a beaucoup de nos auditeurs. Vous avez dit que derrière un IA, il fallait un homme ou une femme qui vérifie. Mais maintenant, on exploite des gens pour qu'ils puissent en fait les remplacer à un moment donné, puisque c'est eux-mêmes qui vont améliorer l'IA. Ça s'appelle l'annotation. C'est quoi l'annotation ? C'est l'annotation en fait pour qu'une IA soit capable. Vous voyez, vous prenez une photo avec votre téléphone portable. Maintenant, on le voit sur pas mal de modèles de téléphones assez récents. L'IA peut assez facilement vous dire effacer, enlever le chien, remplacer le lampadaire, ou vous dire c'est tel bâtiment ou cette voiture, c'est quel modèle, vous voyez. Et en fait, pour que l'IA puisse reconnaître en fait à tous les coups et pas se tromper, en fait, il faut lui indiquer cet exemple-là 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. En fait, pour qu'il apprenne. Pour que l'IA apprenne. En fait, c'est pas magique, l'IA, elle est même pas vraiment intelligente. En fait, elle est vraiment surtout artificielle. Et du coup, il faut des gens qui, en fait, vont indiquer sur les factures, ça, c'est exactement le taux de TVA. Sur cette image satellite, ça, c'est un avion et ça, c'est une voiture. Sinon, l'IA se trompe. Et ça prend énormément de temps. C'est très chronophage, quoi, vous voyez. Et donc, du coup, il y a énormément de sociétés qui ont décidé, en fait, de s'installer à Madagascar. C'est des sociétés françaises, mais qui emploient des malgaches pour, passer des heures et des heures devant des ordinateurs pour entraîner ces IA. Oui, alors on voit quand même qu'il y a Chanel, Bouygues, enfin, il y a énormément... Les grandes marques françaises utilisent ces annotateurs, effectivement. Voilà, et qu'on s'aperçoit quand même que ces annotateurs sont très exploités par différentes sociétés, parce que c'est un travail horrible et de dingue, en fait. Parce qu'ils ont un nombre de photos à analyser, où sur une même photo ils doivent annoter maison bleue, maison entourée, chaussures Nike, ça, pour apprendre à l'IA à reconnaître. En fait, c'est une fumisterie, l'IA, du coup.
L'IA fait quand même des choses assez incroyables, mais c'est sûr qu'en fait, pour qu'elle arrive à être... font exactement ce que font l'IA. Oui, mais après, on va plus en avoir besoin une fois qu'ils ont... Vous vous rendez compte, vous travaillez pour supprimer ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, en fait, on va avoir toujours besoin de ces annotateurs, parce qu'en fait, plus l'IA va monter en gamme, on va dire, en fait, plus on va avoir besoin de ces gens-là aussi pour, vous voyez, il y a de très bons résultats dans la médecine, par exemple, pour analyser des mammographies, par exemple, de risque de cancer. Pour que l'IA puisse reconnaître un cancer de type 1, 2, 3, du coup, il faut qu'il y ait des annotateurs qui aient passé énormément de temps à détourer les zones cancéreuses, en l'occurrence. Ouais. Il y a les gens qui perdent leur travail, il y a des métiers qui vont disparaître avec l'IA. Il y a déjà le cas. Le cas de cette femme qui était Sophie, journaliste, qui rédigeait des revues de presse, des synthèses. Elle disait, je passais en gros la matinée, l'IA le fait en 30 secondes. Et voilà. Alors, pas aussi bien, c'est ce qu'elle précise, et c'est vrai que du coup, c'est un peu ça sera peut-être la limite de l'exercice, c'est-à-dire que pour l'instant, il faut quand même encore des humains. Du coup, on donne les articles, on les met dans la machine. Vous voyez, c'est un peu comme quand on met un PDF dans ChatGPT ou Gemini, pour ne citer que, et du coup, qui sont capables de résumer. Après, le résumé, il est peut-être pas toujours de très bonne qualité, donc il faut quand même des humains pour arriver à corriger ça. Mais effectivement, c'est ce que Sophie nous raconte, c'est-à-dire qu'elle a été remplacée, et puis du coup, également les traducteurs et tous ceux qui faisaient la sélection d'articles. En fait, tous ces métiers-là, ils sont remplacés. Et nous, on a évoqué aussi les doubleurs, les doublures qui vont être synthétisées. Sur le doublage. Moi, je voulais vous demander, on parle beaucoup, il y a eu beaucoup de documentaires sur la Russie et d'autres pays qui, évidemment, piratent informatiquement, et c'est la guerre de pirates et maintenant des nouvelles technologies. Est-ce que l'IA dans les administrations françaises est piratable? Et est-ce qu'on ne confie pas trop de choses à l'IA? Puisque si quelqu'un prenait le pouvoir dans nos administrations avec l'IA, est-ce que c'est très sécurisé l'IA, ou finalement on pourrait prendre le pouvoir avec ça? Déjà les autorités, les organismes de contrôle. C'est de l'IA française, c'est ça qu'il faut dire. Ce qu'on a vu nous. Voilà, exactement. Ce qu'on a vu nous, c'est que les IA qui sont utilisées par l'administration, autant par exemple par l'administration fiscale ou dans les maisons France Service, à Bercy, ils nous disent qu'ils détiennent un nombre astronomique de données. Ils parlent de 1400 milliards de données sur nous, les contribuables et les entreprises qui payent des impôts. Eux nous disent que leurs données sont ultra sécurisées et que il serait effectivement très compliqué à des hackers en fait de pouvoir mettre la main sur ces données et là où elles sont stockées. Mais c'est sûr que on voit de plus en plus, en tout cas, les hackers utiliser l'intelligence artificielle pour en fait générer des fausses nouvelles beaucoup plus facilement qu'avant. C'est aujourd'hui un des risques principaux, c'est sûr. Vous verrez, c'est au tout début du sujet, du reportage, Valérie, parce que vous créez donc une société pour vous infiltrer un peu partout dans l'IA. Et au départ, vous faites un petit film promotionnel de cette société qui est fait totalement par l'IA. Et moi, j'étais bluffé, en fait, par les images. On voit le bateau, on voit le cocktail de cette société. Bon, il y a une petite faute d'orthographe, on verra. Qu'il faut toujours corriger à la main. Est-ce que ça vous fait pas peur pour votre métier à vous? C'est-à-dire, est-ce que 60%, c'est ce que je me suis dit, 60% de votre doc aurait pu être illustré par l'IA? Non, à l'heure actuelle, c'est pas le cas, vraiment. Puis pour arriver, vous voyez, on a fait un petit clip de 25 secondes ou un truc comme ça. On a quand même passé beaucoup de temps, en fait, pour... Vous écrivez un prompt dans une IA qui génère de l'image ou une vidéo. En fait, les premiers résultats, ils sont pas terribles, en fait. Et donc du coup, il faut améliorer énormément. Et puis ensuite, en général, les premiers résultats, comme ils sont pas terribles, en fait, il faut les passer dans un autre logiciel d'IA pour améliorer, rendre la chose un peu plus crédible. Donc pour l'instant, la génération de vidéos, en l'occurrence, mais c'est sûr que ça va à une telle allure que peut-être que dans 6 mois ou 1 an, ce genre d'outil donnera des résultats encore meilleurs. On vous voit dans les rues de Madagascar, vous baladez dans les rues de Madagascar pour montrer que c'est un pays en développement. Ça, finalement, peut-être, ça sera 2 jours de tournage en moins et on générera ça par l'IA. C'est vrai, mais après, si on veut
s'appuyer sur des faits, des témoignages, des informations clés. Et parfois, les informations clés, en fait, il faut se rendre sur place. Il n'y a pas le choix. Il faut aller sur le terrain, il faut aller rencontrer les gens. Parfois, il faut convaincre les gens aussi de témoigner anonymement. Il y a pas mal de gens dans ce documentaire qui ont pas voulu, soit n'ont pas voulu témoigner, ou alors que le courage de témoigner, mais anonymement. C'était le cas notamment, par exemple, pour ces annotatrices qui entraînent l'IA à Madagascar. Et ce travail-là, c'est des humains qui sont pour l'instant capables de le faire, et je vois pas encore des IA qui nous remplaceraient à ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions. La réponse pour vous, c'est quoi alors? L'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle sur notre quotidien? Elle est quand même en train de prendre le contrôle. Ça, c'est sûr qu'on le voit dans nos entreprises, dans les administrations. Elle est de plus en plus partout. En fait, la grande question, c'est comment on va l'utiliser. Comment nos administrations, comment nos entreprises vont l'utiliser, est-ce qu'on va l'utiliser à bon escient ou pas. Et puis Élise Lucet est irremplaçable. Je suis d'accord. Merci d'avoir été avec nous, François Cardona, ce matin. Cache Investigation, l'intelligence artificielle a-t-elle pris le contrôle de notre quotidien, sur notre quotidien? Regardez, parce que c'est intéressant, ça montre comment ça fonctionne, ça montre les limites aussi, en tout cas pour l'instant, et ça montre que l'État n'a pas attendu de comprendre comment tout ça fonctionnait pour l'utiliser. Et si vous travaillez à la Poste, regardez, vous allez découvrir plein de choses. On n'en a pas parlé, mais vous allez voir. Merci à vous. C'est ce soir sur France 2 à 21h10, Cache Investigation, présentée par Élise Lucet, qu'on salue. Et tout de suite, les débats d'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.